je ne vous garantis pas, je le garderai, mais on va essayer. Donc effectivement, donc moi je suis Michel Desniais, je travaille chez BPI France sur le financement de l'innovation dans le domaine de la chimie et de l'environnement. Et j'ai piloté un groupe de travail sur les plastiques, donc je n'étais pas tout seul, on était bien une bonne dizaine, voire quinzaine de personnes de BPI France pour travailler sur ce sujet. L'idée, c'était de se dire qu'en fait, il y a quelques mois, on n'y voyait pas bien clair sur la question du plastique. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Et on avait besoin, pour accompagner nos clients et gérer le développement de l'économie française et également de la relance, d'y voir plus clair et d'avoir une vision un peu prospective sur quelle est l'économie, quelle sera l'économie du plastique de demain en France en particulier. Donc, pour ça, en fait, on a étudié tout notre portefeuille, on a étudié nos innovations, et puis surtout, on a consulté un certain nombre d'acteurs du domaine. Alors, j'aurais toutes nos parties prenantes, les parties prenantes du sujet des plastiques. Ça va du metteur sur le marché, aux plasturgistes, aux recycleurs, mais aussi aux ONG, aux chercheurs, aux experts sur ces sujets-là. Et donc, je voudrais partager avec vous quelques constats. En tout cas notre perception du sujet, et peut-être avant vous dire un peu de ce qu'on a appris, puisqu'en fait il y a pas mal d'idées reçues sur les plastiques, et je voudrais simplement clarifier deux points qui me paraissent essentiels. Le premier point, c'est la définition d'un plastique. Ça paraît trivial, mais on entend parler de plastique, je dirais, sans trop savoir de quoi il s'agit. Donc je pense que c'est important de rappeler qu'en fait le plastique, c'est plutôt les plastiques, puisque c'est une grande variété de matériaux qui sont dédiés à des applications extrêmement variées. Donc on a ce qu'on appelle des macromolécules qui sont des polymères. Et ces polymères, donc on voit les noms un peu barbares qui sont en dessous, mais vous les connaissez, c'est le polyéthylène, le polypropylène, le PET, mais aussi les polycarbonates, le polyamide, etc. Les polyamides. Donc on a énormément de polymères auxquels on va rajouter des adjuvants, des additifs. Donc ce sont des antioxydants, des colorants, des plastifiants. Et on va créer comme ça des matières plastiques qui vont être utilisées à peu près dans tous les domaines et dans tous les objets du quotidien. Ça va des emballages, à la construction, à nos lunettes, nos lentilles, aux voitures, aux avions, aux trains, etc. On les a partout, on a du plastique partout, dans tous nos objets du quotidien. Donc ça, c'est le premier point. Le sujet et le problème aujourd'hui, c'est que 99% de ces plastiques ne se dégradent pas facilement dans l'environnement à une échelle de temps, je dirais, raisonnable. Et donc, ça s'accumule dans l'environnement. Alors, il se trouve que non seulement ça s'accumule, mais également la production est un peu exponentielle. Donc là, on a plein de chiffres sur ces sujets-là, mais en gros, la production a doublé depuis les années 2000. Et les projections sont que si on continue cette courbe, les déchets vont tripler dans les océans, vont tripler d'ici 2040. C'est les dernières études sur ce sujet. Donc on est sur une situation qui est inquiétante. Alors pourquoi c'est inquiétant ? Parce qu'en fait, en tant que tel, on a du plastique partout, dans les eaux, dans les sols, dans les airs. L'inquiétude, elle relève de l'impact que ça a sur la biodiversité et également probablement sur la santé, même si on a besoin de mieux caractériser cet impact des plastiques sur la santé aujourd'hui. En tout cas, la biodiversité, c'est clairement avéré. Le deuxième point qui me paraît important de souligner et qu'on voit rarement finalement dans les médias, c'est qu'en fait, la situation est très différente en fonction des zones géographiques, des pays, des différentes situations, usages, etc. Et c'est toute la complexité du plastique, c'est qu'on voit des chiffres qui sont des chiffres mondes, alors qu'en fait la situation en France est différente. Je vous donne un exemple. On a le chiffre au niveau monde qu'un tiers des plastiques se retrouvent dans la nature. En France, on est à 2% de déchets aujourd'hui qui ne sont pas collectés. Donc les déchets sont bien collectés en France. Il y a quand même ce pourcentage, et c'est un pourcentage de trop, mais ils sont bien collectés. Le problème, c'est après de capter dans ce flux de déchets les plastiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je parlais des situations, il y a la question donc, des pays, et des pays qui ont des infrastructures de collecte développées ou pas. Ça, c'est donc le cas de la France, c'est plutôt bien développé. Et puis l'autre question, c'est la question du littoral versus la campagne, versus l'agglomération. Donc ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important à considérer, c'est où est-ce que les plastiques sont diffusés. Donc ça, c'est le deuxième point qui me paraît important de souligner avant de rentrer dans ces convictions.
Alors, juste peut-être aussi un dernier sujet, il ne s'agit pas de relativiser, hein. L'idée, c'est d'avoir des constats pour pouvoir mieux agir et fixer les priorités. En France, en fait, on est mauvais sur, enfin, on peut s'améliorer sur le recyclage, sur capter les déchets plastiques dans la collecte. On peut s'améliorer toujours sur le fait qu'il y a des déchets qui partent sur notre littoral, dans les fleuves, etc. Mais tout cela, c'est à bien organisé pour capter au bon endroit ou éviter le plastique dans ces situations-là. Et puis on a sans doute à s'améliorer sur les microplastiques, hein. La France est un des premiers contributeurs de microplastiques en Méditerranée notamment. Donc là il y a des questions notamment de traitement des eaux, hein. On est sur un autre sujet, mais c'est important de le souligner. Et puis on a encore à s'améliorer, même si on n'est pas des principaux contributeurs et qu'on voit des choses un peu exagérées dans les médias sur ce sujet-là, la question du recyclage et du devenir de ces déchets plastiques qui se rendent dans le recyclage mais qui partent à l'export. Il faut savoir qu'aujourd'hui l'Asie a bloqué voilà, le transfert et le commerce, on va dire, de ce qu'on appelle des balles de plastique qu'on ne peut pas recycler en Europe. Et aujourd'hui, on s'engage vraiment pour aller vers un traitement des plastiques au niveau européen. Voilà, ceci étant dit, quels sont les 4 constats que j'aimerais partager avec vous? Donc le premier, c'est qu'il y aura finalement toujours du plastique. Mais l'usage sera raisonné. En fait, il n'y a jamais été question de fin du plastique, hein, dans les politiques même publiques. On est sur un usage raisonné, sur du développement du réemploi, sur l'interdiction de certains usages des plastiques. Mais clairement, on n'est pas sur la fin du plastique, et y compris dans les emballages. Néanmoins, il va y avoir des interdictions, elles sont bien connues, bien connues. On va les définir dans le cadre de décrets d'application de la loi AGEC. Il y a un certain nombre d'interdictions qui vont arriver, il y a des plastiques qui vont disparaître, simplement parce qu'ils peuvent être aussi taxés suffisamment fortement pour ne pas être compétitifs. Donc ça, c'est le premier point. Interdiction de certains plastiques qui sont des plastiques en fait à usage unique. Les emballages à usage unique, hein. Typiquement l'emballage aujourd'hui de kebab en polystyrène, vous voyez, en polystyrène expansé va disparaître. Alors ça, c'est la partie interdiction. On va avoir un autre angle d'attaque, c'est la substitution. Donc là, notre projection et nos discussions avec les industriels, c'est qu'en gros, on a des alternatives qui sont, pour faire simple, le papier-carton, le verre, l'aluminium, qui sont les grosses alternatives, on va dire, en fonction des usages. La projection, c'est qu'ils atteindraient 5 à 10%, plutôt 10% finalement, des volumes de plastique qui seraient substitués. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces substituts ont aussi des contreparties en termes d'impact carbone pour certains, en termes d'additifs pour d'autres, en termes aussi de dégradation. L'aluminium, c'est pas non plus extraordinaire sur ce sujet-là. Donc voilà des exemples de produits de substitution. L'autre point et axe majeur qui va se développer, c'est le réemploi, la réutilisation, le vrac, où on imagine ce développement à peu près 10% du marché, donc entre le réemploi, le refill et le vrac. Mais encore une fois, en fait, ces nouveaux modes d'utilisation des plastiques et des emballages ne se font pas sans plastique. Aujourd'hui, on a du plastique dans le vrac, dans la réutilisation, dans le réemploi. Voilà, c'est un point à souligner, et je dirais c'est normal parce qu'en fait, voilà, le plastique, je dirais c'est fantastique, tout le monde le dit, mais la question, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, c'est une matière qui est facile à mettre en forme, qui permet d'avoir des propriétés barrières intéressantes et performantes et parfois inégalables. Et puis le plastique, ça permet, c'est pas cher, voilà, et ça ne se casse pas, hein, si on compare par rapport au verre. On en parlera tout à l'heure sur des produits notamment de détergence ou des produits toxiques où il peut se poser cette question-là. Et donc c'est important de la traiter. Alors, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les emballages plastiques vont être éco-conçus. Alors, l'éco-conception, ce n'est pas une nouveauté. Ça existe depuis 15 ans. L'idée, c'est de concevoir un produit en intégrant la dimension, plusieurs critères environnementaux dès l'étape de conception, selon une approche cycle de vie, hein, de l'extraction de matières premières jusqu'à la fin de vie des produits. Donc, cette éco-conception, elle existe, elle a toujours existé, toujours depuis 15 ans, mais
clairement, n'était pas pertinente, en tout cas pas suffisamment pertinente sur la partie fin de vie des produits. Hein, on a plutôt misé sur la partie impact carbone et moins sur la partie fin de vie des produits. Et d'ailleurs, c'est cette éco-conception qui a fait que le plastique est aussi ressorti sur certains usages. Donc ça, c'est un point qui me paraît important de souligner. Sur la partie fin de vie, donc il y a clairement une amélioration et aujourd'hui l'éco-conception va se concentrer sur cette fin de vie des produits. Alors avec des couples produits-emballages qui vont être reconçus, soit pour diminuer l'emballage plastique, voire le supprimer. Alors un exemple, c'est les cosmétiques qui s'orientent, bon, ça reste un marché de niche, mais c'est vers les cosmétiques solides. Donc clairement, un shampoing solide, eh ben, on supprime, on revoit complètement, je dirais, l'usage du produit, en tout cas de l'emballage. Pour la majorité, on va aller vers des emballages qui sont 100% recyclables, recyclés. C'est suppression des emballages complexes, multicouches, qui sont un vrai casse-tête à recycler, voire c'est pas recyclable. Il va y avoir une standardisation par usage et par résine. Ça, c'est extrêmement important, c'est vraiment ce qui nous remonte de tous les acteurs, les industriels. Une standardisation avec une diminution des nombres de résines. Globalement, c'est le polyéthylène, le polypropylène et le PET qui vont être les grandes résines de demain. Voilà, donc le polystyrène et le PVC. Le PVC est déjà un peu mort dans l'emballage, mais le polystyrène, il y a des vrais débats sur est-ce qu'on garde une filière ou pas. Mais vraisemblablement, tout va migrer vers les trois résines principales d'ici les prochaines années. Alors, les déchets, donc là c'est sur l'éco-conception. Si on regarde plus la filière, en fait, c'est clair que dans les prochaines années, les déchets seront mieux collectés et recyclés dans une logique d'économie circulaire. Toute la politique publique aujourd'hui est quand même orientée vers ce schéma qui est en bas de l'économie circulaire. Tous les acteurs du domaine nous sortent ce schéma quand on les consulte. En gros, il va y avoir... alors chacun a son interprétation du schéma, mais bon, voilà, c'est quand même une référence. On va avoir des expérimentations autour de tout ce qui est réemploi et des nouveaux systèmes de collecte. Ça va être au début des expérimentations dans les prochaines années. Ça ne va pas être des marchés énormes, mais il n'empêche que, notamment pour la restauration hors foyer, le réemploi a sa part de marché à prendre avec des systèmes à la fois de collecte, de nettoyage des emballages et de remise dans le circuit. Le gros développement des industriels, ça va être sur le recyclage. Pour le recyclage, il y a deux choses. Hein. Donc en gros, on a à peu près 2 millions de tonnes d'emballage en France qui sont consommées par an. On va avoir 1 million à peu près sur l'emballage ménager. L'autre, c'est sur les emballages industriels et commerciaux. Sur les emballages industriels et commerciaux, il va y avoir une REP. C'est déjà développé, mais il va y avoir une REP, c'est une filière de responsabilité élargie des producteurs qui va traiter de mieux en mieux cette partie-là. Et sur les déchets ménagers, on a un éco-organisme, il y a déjà une REP, c'est Citeo qui s'occupe de ça et qui gère ça, et qui pousse le développement, et c'est largement entamé, de l'extension des consignes de tri, qui est en fait le fait de mettre tous les emballages dans un même bac. À Paris, on met tout dans le bac jaune, et donc ça entraîne une augmentation des flux, une massification des flux d'emballage, et donc des flux de plastique, et tout l'enjeu, ça va être de capter tous ces plastiques dans ce flux de déchets d'emballage. Et donc là, on va avoir de la modernisation des installations, à la fois de collecte, mais surtout du recyclage, et puis des nouvelles technologies de recyclage qui vont apparaître. Alors elles ne sont pas finalement si nouvelles que ça, c'est juste qu'elles deviennent rentables parce qu'il y a suffisamment de flux et de gisements de déchets, et je pense notamment au recyclage chimique, qui est une technologie qui est aujourd'hui mature, qui va arriver. C'est juste une question de flux de déchets, notamment pour ce qu'on avait, alors pour les experts, pour la partie polyoléfine. Pour le PET, il y a encore un peu de recherche à faire, on est sur de l'expérimentation. Et puis il y a toujours une question sur le compostage, et donc sur les bioplastiques. Aujourd'hui, nous, on pense que les bioplastiques vont se développer. Alors, bioplastiques, on va dire les plastiques biosourcés, biodégradables. Voilà, pour être clair, même biodégradables, on va dire compostables de manière, voilà, dans du compost domestique. Donc, pour cette partie-là, aujourd'hui, clairement, c'est compliqué. On en reparlera tout à l'heure. C'est compliqué, il n'y a pas encore de filières de compostage qui sont bien développées. C'est compliqué parce qu'il peut y avoir des questions de performance sur certains plastiques, parce que en fait, il faut changer les choses. Et aujourd'hui, on a plein de questions là-dessus, mais on est convaincu que ça peut se développer sur un certain nombre de marchés de niche. Alors, tout ce qui est géotextile, donc agricole, on va avoir des marchés de niche peut-être dans les sachets de thé, voilà. Mais
c'est après à chacun, et c'est l'innovation de trouver sa niche, mais pour nous, on est convaincus que c'est pas pour demain, la généralisation, ça restera pour demain sur des marchés de niche. En revanche, pour après-demain, c'est des solutions qui peuvent être intéressantes parce ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte recherche sur ce sujet. Et il y a des choses qui peuvent sortir mais bon, on est dans plusieurs dizaines d'années pour avoir un plastique biodégradable. Donc c'est vraiment le plastique d'après-demain qui va, je vais presque terminer, voilà, qui peut émerger à travers les PHA par exemple, qui peuvent émerger. Donc sur cette filière industrielle, l'enjeu, ça va être d'accéder à des plastiques recyclés de qualité. Et aujourd'hui, ça va être l'accès à ces plastiques de qualité. On voit aujourd'hui de plus en plus de partenariats entre des metteurs sur le marché et des recycleurs pour avoir accès à ce gisement de plastique, et également des partenariats entre des pétrochimistes et des recycleurs. Toujours pour avoir accès à ce gisement de plastique et avoir du plastique de qualité. On a ce qu'on appelle une déconnexion de prix qui est en train de s'opérer sur un certain nombre de résines plastiques entre le plastique vierge et le plastique recyclé, notamment pour le PET. Mais là, la demande va augmenter pour un certain nombre de résines, et donc tout l'enjeu est là de réussir à avoir ce plastique recyclé. Je vous remercie. Je pense que j'ai posé le débat. Maintenant, ça va être à... Merci Michel. Voilà. Merci. Alors Claire, pour illustrer un peu les propos de Michel, vous êtes chef de produit et en charge des questions RSE chez Werner Merz. Alors Werner Merz, on ne connaît pas bien, par contre on connaît très bien la petite grenouille rainette. Et en fait, votre groupe est engagé dans une démarche de réduction de ces emballages, en tout cas travaille beaucoup sur ces sujets d'emballage, de recyclabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques-unes des réalisations du groupe et puis éventuellement les difficultés que vous avez rencontrées pour ce travail-là? Oui, bonjour tout le monde. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Ouais. Nous, au niveau de Werner et Merz, donc au départ, on est fabricant de produits d'entretien, donc c'est plus le contenant que le contenu. Mais cela fait des années que notre société, donc Rainet, Green Care Professionnel au niveau du pro, avons pris conscience des déchets plastiques, si bien que la première chose que nous avons fait, c'est faire venir le fabricant d'emballage plastique sur notre site de production. Comme ça, on évite des camions vides de plastique vide qui circulent sur les routes. On a lancé, ça fait plus de 30 ans que l'on fait des produits écologiques et écolabel. Et à un moment donné, je dirais dans les années 2010, on a commencé à se dire il faut aller plus loin. L'écolabel n'est pas suffisant pour nous. Et on est allé voir avec Cradle to Cradle. Donc, c'est un label, une certification internationale qui dit du berceau au berceau, qui dit que tous nos déchets doivent devenir nos nutriments. On est allé voir plus loin et on s'est penché sur l'éco-conception donc de nos emballages plastiques. On a commencé, comme vous avez dit tout à l'heure, à faire du plastique recyclé, utiliser du plastique recyclé dans nos emballages. On a regardé les différentes possibilités et on les regarde encore. On n'est pas fermé, on ne s'est pas dit on prend cette voie et on restera sur cette voie-là. Il y avait à l'époque le plastique végétal, mais pour nous, ça vient contre l'alimentaire. C'est des champs que l'on va produire pour faire après un plastique. Même s'il est végétal, on s'est dit que c'était aller contre l'alimentation au niveau mondial. Donc, ce n'est pas une voie qu'on a voulu prendre. Et le plastique est fait souvent assez loin de l'Europe. Ensuite, on a aussi regardé le plastique dans les océans, tous ces déchets plastiques. Ce plastique, le problème, c'est qu'il est d'une mauvaise qualité. On va arriver à faire une fois un nouvel emballage avec, parce que notre but, c'est d'une bouteille refaire une bouteille. Et souvent, cette bouteille va avoir un colorant noir, on ne va pas pouvoir avoir une couleur bien spécifique. Et donc, on s'est penché plutôt par récupérer les emballages avant qu'elles arrivent dans les océans, je dirais, au niveau donc, du recyclage, et pouvoir récupérer de la matière première pour faire donc du plastique recyclé. À l'heure actuelle, on sait faire 100% de plastique recyclé en PET. Ça, c'est des flacons PET, donc issus des poubelles jaunes. On va également plus loin maintenant au niveau des produits professionnels où on parle de concentration de produits concentrés. On a des systèmes comme celui-ci qui a une centrale de dilution nomade où on a des flacons qui sont sécuritaires. On va pouvoir mettre de l'eau ou autre que l'on fait en plastique recyclé également.
On les avait au départ en plastique vierge parce qu'on n'avait pas encore la technologie pour arriver à faire ces bouteilles-là, mais tout évolue. Et on évolue avec. Et maintenant, on arrive à avoir nos flacons en 100% de plastique recyclé en HDPE. En HDPE, pardon, excusez-moi. Et également dans les flacons de 5 litres, donc les grands comptes ou plus, ou 10 litres ou autre, où on commence à arriver à mettre du plastique recyclé à l'intérieur pour 50%. L'avenir pour nous, c'est cette année, on va lancer les bouchons aussi en plastique recyclé. Les bouchons, c'est du polypropylène. Donc, il y a une matière différente souvent de l'emballage du flacon. Et on va également plus loin. Alors, c'est une innovation qui va arriver avec Renet cette année et en professionnel l'année prochaine. C'est d'avoir des poches de réemplissage des flacons, des bidons, donc des poches concentrées, où l'on va avoir une poche plastique en monomatériau. Le problème des poches à l'heure actuelle, c'est qu'elles sont en polymatériaux et il est difficile de les recycler derrière, de pouvoir récupérer donc le plastique. Là, la poche est faite avec 100% de plastique recyclé également. Il faut bien une étiquette pour pouvoir marquer les informations de sécurité ou le produit, mais l'étiquette va pouvoir être pelable. Alors, je ne vais pas vous le faire là, mais c'est des étiquettes qui sont juste accrochées au niveau du haut et qui vont pouvoir s'enlever. Et comme ça, on pourra jeter dans les déchets plastiques un plastique qui pourra être revalorisé derrière. Notre objectif, c'est d'avoir du plastique qui soit revalorisé parce que, comme on le disait tout à l'heure, nous, on a des problématiques sur certains matériaux pour arriver à trouver du plastique recyclé. On a développé aussi, donc toutes ces technologies, on les a développées avec des recycleurs, comme on le disait au niveau européen. On a une action qui est une initiative qui est le We Recyclate, où on est associé avec des recycleurs pour déterminer des nouvelles façons de trier le plastique pour qu'on puisse récupérer le plus de plastique possible. Donc il y a des méthodes qui ont été mises en place. Et on insiste tous nos concurrents à venir piocher dans notre méthode. Parce qu'on n'a pas déposé d'innovation dessus, c'est une innovation ouverte. Donc l'objectif de M. Schneider, c'est de vraiment dire, donc le directeur, le patron de Werner et Merz, venez, on peut tous utiliser du plastique recyclé pour faire nos emballages. Géraldine, ce que vous me disiez quand on préparait cette conférence, donc vous êtes la cofondatrice de Reset, vous allez nous expliquer ce que vous faites. Ce que vous me disiez, c'est qu'effectivement, c'est intéressant ce travail ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer quelque chose tout seul dans son coin au risque que son utilité soit finalement moindre. Est-ce que vous pourriez donc revenir sur les missions de Reset, votre travail avec les industriels et puis cette question effectivement de réflexion tous ensemble? Oui, d'abord, bravo à Michel pour cette brillante synthèse de la situation plastique, qui n'a pas cédé à l'excès d'ailleurs, c'était extrêmement modéré. Et bravo à ce que vous venez de faire, c'est exceptionnel. Et puis quand des industriels s'engagent et en plus disent « je suis prêt à le partager », je crois qu'il faut le saluer parce que c'est encore une démarche assez rare, l'open innovation et le partage de la propriété intellectuelle en France. Et nous, on est des chantres. Alors, en 2 mots, qui est Reset ? Reset est une société de conseil en stratégie, en innovation et en pilotage industriel dédié à l'économie circulaire. On travaille aujourd'hui sur tous les dossiers de l'économie circulaire. Et moi, j'avais eu l'opportunité avant déjà de diriger 2 éco-organismes, dont un qui s'occupe des emballages. Donc j'avais une petite antériorité sur ces sujets. Et aujourd'hui, on accompagne les acteurs publics comme privés sur toutes leurs actions de transition. Pourquoi est-ce que j'ai créé Reset il y a 18 mois ? Parce que comme j'observais depuis 20 ans, je travaillais dans les éco-organismes, dans des fédérations professionnelles, pour tous les acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très très dur, c'est le passage à l'acte, parce que pour se transformer, c'est vachement dur. C'est vachement dur parce qu'il faut être en capacité d'un coup, c'est schumpeterien, de quitter ses investissements d'hier et de réinvestir dans le suivant, de ne pas perdre son consommateur dans la transition, de trouver des salariés qui continuent à avoir envie de venir bosser, donc d'avoir une raison d'être, parce que sinon ça va être difficile, puis de ne pas perdre l'investisseur en ne lui faisant pas peur d'un changement de modèle, et surtout de faire aussi de la compliance une compétitivité. Parce que je rappelle à tout le monde, et Reset a eu le plaisir de travailler pour le cabinet de la ministre sur la transposition du décret 3R, c'est que oui, il faut recycler, mais vous allez tous être confrontés à l'obligation aussi de trouver des matériaux alternatifs et de développer le réemploi. Et quelque part, cette marche très haute, je crois qu'il faut la prendre comme une immense opportunité de sortir du tout plastique. Je ne sais pas si c'est la fin des plastiques, je ne crois pas, mais c'est la fin du tout plastique. Et c'est certainement une bonne chose parce que
industriel, monde de l'entreprise que vous représentez, avoir les deux pieds dans le même sabot, c'est toujours un gros problème. Donc il va falloir diversifier et agir. Aujourd'hui, Reset, on travaille pour le Fashion Pact, pour trouver des solutions alternatives au plastique jetable dans l'univers du fashion. On travaille pour des enseignes de la grande distribution pour leur inventer du packaging sans plastique. On travaille pour des acteurs de l'agroalimentaire. On a travaillé pour le cabinet de la ministre. Et toutes ces missions où le packaging était au cœur, je vais vous livrer 4-5 enseignements. Prenez-les comme vous voulez, débattez-les, soyez d'accord, pas d'accord. Mais rapidement, que vous dire ? Comme dit le proverbe africain, seul on va vite, mais à plusieurs on va loin et très loin. Aujourd'hui, ce qui est compliqué pour sortir de ce tout plastique et réinventer des solutions de packaging différentes, en recyclé, en compostable, en matériaux alternatifs, c'est de ne pas être tout seul. Parce que la difficulté aujourd'hui, quand vous faites du packaging, c'est que de toute façon, il y a un moment où vous allez travailler avec des infrastructures qui vont être collectives. Un centre de tri, une usine de recyclage, elle ne va pas être faite pour 45 résines différentes, et il y a un moment où vous serez, je ne sais pas si c'est le mot prisonnier parce qu'il est un peu négatif, mais où vous serez tous tributaires d'une action collective. Donc il faut travailler ensemble et il faut, sans naïveté, se poser tout de suite la question au niveau d'organisation professionnelle, au niveau de verticaux, au niveau de régions, au niveau de départements, sur comment créer vos fondamentaux dans un secteur. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas les mêmes contraintes si vous faites de la cosmétique, si vous faites de l'alimentaire, de l'ultra frais, du surgelé, etc. Mais posez-vous la question du consortium et de l'action collective. Nous, ce qu'on aime faire chez Reset, c'est faire travailler les gens ensemble. Tous ces programmes pour lesquels on a travaillé, c'est des programmes où on a agrégé des concurrents entre eux, de l'aval, c'est-à-dire des chimistes, des fabricants de solutions, de nouveaux matériaux, des intégrateurs, et puis des gens ensuite qui vont aller collecter et recycler, de manière à ce que, si vous trouvez une solution, s'assurer qu'elle va être viable sur toute la chaîne de valeur. Et je suis désolée de vous le rappeler, mais aujourd'hui, faire un emballage en plastique dégradable, homme compost, il n'y a pas de filière de compostage domestique aujourd'hui en France. Alors, c'est certainement une très bonne idée, mais tant qu'il n'y a pas l'infrastructure pour, c'est un peu comme tirer le mistigris dans le jeu de cartes. Je suis en train d'apprendre à mon fils à jouer à ça, il n'a pas compris. Alors c'est toujours la carte qui laisse dépasser, donc je sais toujours quand c'est lui qui l'a. Mais en tout cas, il faut faire très attention et il faut jouer collectif. Et jouer collectif, ça permet en plus de mutualiser des investissements, parce qu'aller chercher de la R&D pour modéliser un nouvel emballage réemployable et nettoyable, ça demande quelques capex. Et ça permet aussi de vous rendre beaucoup plus fort et de sécuriser les investissements avec l'aval de la filière. Donc, jouer collectif, nous, c'est ce qu'on aime faire. Et je vais vous dire quelque chose, ça marche. On a inventé un sachet de salade en papier pour Carrefour et Système U, faire travailler 2 concurrents du retail ensemble. C'était pas évident. On l'a fait et même eux nous ont signé un 2e programme pour travailler sur des emballages résilients. Donc, au début, tout le monde se regardait en chien de faïence parce qu'on avait mis 15 fabricants de MDD. Finalement, tout le monde y a trouvé son intérêt et je pense que ce que vous venez d'avoir comme exemple avec les produits Renet est extrêmement instructif. Donc, jouer collectif, croire en l'innovation, parce qu'il y a un moment où il va falloir faire bouger les lignes, et croire en l'innovation. L'innovation, elle peut être de chimie, elle peut être d'usage, elle peut être de process, elle peut être de data, mais c'est laisser la place dans vos organisations et vos plans stratégiques pour cette innovation qui va nous permettre de penser hors de la boîte. Et tout ce que j'ai vu ces 18 derniers mois, allez, je vais le dire sur le ton d'une immense bienveillance, mais d'un tout petit peu de taquinerie, le plus grand obstacle à l'innovation, c'est rarement la chimie ou l'industrie. C'est nous autres. C'est les hommes et les femmes, c'est des habitudes, c'est de la reproduction, c'est « mais oui, mais pourquoi est-ce que je changerais ? Ah, mais ma machine, ah, mais la thermosoudure, ah bah oui, si j'extrude de la cellulose de bois, je ne vais pas souder de la même manière que si j'extrude du plastique. » Mais finalement, une fois qu'on commence à démonter la petite machine dans sa charge, on trouve la solution. C'est cet humain qu'il faut mettre en fait au cœur du dispositif de transition, mais encore une fois, l'humain, il faut le mobiliser. Si on est dans un grand groupe et que le département RSE dit il faut changer le packaging, mais qu'en même temps on continue à rétribuer le directeur des achats sur les économies de coûts et qu'on ne lui laisse pas le temps d'aller regarder d'autres solutions qui au début vont coûter un tout petit peu plus cher parce que ça va être de la niche, on ne va pas y arriver. Donc croire en l'innovation, passez du temps sur vos pilotes industriels. Nous, ce qu'on a découvert, des innovations, vous en avez plein. Et vous en trouverez plein. Nous, à chaque programme de sourcing, on trouve des milliers d'innovations. Le plus dur, c'est de passer de la parole aux actes. Et comme je dis toujours à mon mari, l'amour, je ne connais pas, je ne connais que les preuves d'amour. Le plus dur, c'est votre pilote de réalisation. C'est le moment où vous allez trouver cette innovation qui est parfaite, de plastique dégradable, de solutions en papier, de solutions réemployables. Il ne suffit pas juste d'avoir la belle démo et de rencontrer l'innovant.
il va falloir changer votre process de production, il va falloir mobiliser vos capex, il va falloir réinvestir, il va falloir trouver le contrat entre votre nouveau fournisseur. Et c'est ce moment-là où il ne faut pas lâcher, parce que c'est là où tout le monde a tendance à se dire « Ah bon, c'est fait, j'ai trouvé l'innovation ». Eh bien non. Et ce temps-là, il faut absolument lui donner la possibilité. Je rajouterai une chose. Quoi que vous soyez dans vos entreprises, dans vos associations, ou si vous êtes des acteurs publics, prenez 1 heure de votre temps pour faire votre diagnostic sur le tout plastique et le packaging. 1 heure de votre temps. Les contraintes qui arrivent, réglementaires, le désamour du consommateur, prenez cette heure-là, elle ne sera pas perdue. C'est faire le diagnostic et faites une chose peut-être. Faites votre diagnostic de fonctionnalité. Vous n'imaginez pas, on a fait énormément de diagnostics dans les entreprises. Les gens ne savaient plus pourquoi ils utilisaient du plastique. On leur disait, mais vous avez besoin de cette propriété barrière aussi élevée. Les gens ne savaient pas. Ils copiaient le standard de marché, mais ils ne savaient plus pourquoi ils avaient besoin de mettre autant de multimatériaux. Parfois, on a besoin de grandes propriétés barrières, parfois pas. Parfois, on a besoin de la transparence, parfois un peu de translucide. Et donc, prendre ce temps-là, capital. Et dernier petit gimmick, toujours raisonner en modèle économique. C'est rarement plus cher, au final, de faire du résilient. Ça coûte un peu plus cher au moment de la transition, mais il y a un plan de relance, il y a la BPI qui est là, qui est capable de vous accompagner. Nous, dans les programmes Reset, dès qu'on commence un programme sur un sujet circulaire, on travaille sur le mobilier durable pour les co-organismes du mobilier, on dit tout de suite aux gens, quand vous commencez à réfléchir à la transition de vos gammes, pensez à comment vous allez vous partager la valeur, partager les risques et vous faire tout de suite votre approche contractuelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir réinvestir dans des machines, il va falloir faire le test consommateur et il faut s'y prendre dès le début. Donc, c'est possible, c'est beaucoup de travail. À plusieurs, on y réussit et surtout, le jeu vaut tellement la chandelle parce que c'est quelque part redonner à vos marques, redonner à vos produits ou redonner à votre activité une résilience qui va la rendre plus forte par rapport à la contrainte là, mais plus forte par rapport à l'agilité que vous donnez. Donc par rapport au thème de cette table ronde, est-ce que c'est la fin du plastique ? Non, un peu dans le jetable, mais en tout cas c'est la fin du tout plastique et c'est maintenant que ça se passe avec des contraintes à relever. Merci. Nicolas, vous êtes le fondateur de Lease Packaging. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Vegan Bottle, s'il vous plaît, et votre Bonjour projet ? à tous. Alors avant de vous la présenter, vous avez pu voir qu'en fait le plastique pose un problème et on a plein d'idées de start-up qui essayent avec ce plastique d'en faire quelque chose. Et finalement, on fait des petits pas en rajoutant du plastique recyclé parfois, en essayant comme ça de trouver des solutions, mais toujours enfermés dans ce plastique qui nous pose problème et qui n'est pas recyclable à l'infini. Donc à partir de ce constat-là, vous avez beau faire toutes les boucles que vous souhaitez, vous n'arriverez jamais à vous en débarrasser. Donc à la place du plastique que vous avez vu tout à l'heure, où il y a à peu près une dizaine de grandes familles qui servent un peu à créer tout ce qui est fabriqué industriellement, il faut à chaque fois, en face de chaque grande famille, une filière. Donc chaque filière, c'est coûteux, c'est complexe à mettre en place. Il faut trier chaque petit granulé de plastique de différentes natures pour essayer de les recycler entre eux, malgré qu'ils ne soient pas recyclables à l'infini. Donc à la fin, quand c'est fini, vous en faites quoi ? Donc vous avez la pollution plastique dans l'océan, sur Terre, tout le monde connaît maintenant, il n'y a plus besoin d'en parler. Et ils ont aussi des mélanges du genre, c'est-à-dire qu'au niveau des réglementations, les plastiques, on ne leur demande pas grand-chose. Il y a des certifications d'alimentarité si on parle d'alimentaire et d'emballage. Pour d'autres, il n'y a pas du tout de certification quelconque, je ne sais pas, sur du plastique dans l'automobile. Il faut juste qu'ils répondent à des cahiers des charges qui sont assez conséquents. Et on va y mettre des adjuvants dans tous les sens. Tout à l'heure, on a entendu parler des colorants, des plastifiants, des démoulants. Je ne sais pas, vous en avez peut-être une centaine du genre. Et tout ça, par famille, se mélange. C'est-à-dire que, effectivement, vous recyclez du PP, du PET, du PEHD. Vous allez aussi mélanger les mélanges du genre d'adjuvants et qui sont éventuellement des perturbateurs endocriniens. Donc il y a une étude qui va sortir là prochainement. Ça va être très intéressant parce que je dirais qu'il y a un lobbying de tout recycler à 100%. On l'a entendu dernièrement, ça commence à faire à peu près 1 an que Coca-Cola a lancé cette idée qui est largement relayée, on va dire politiquement. C'est totalement utopique, de toute façon. Mais quand on mélange des perturbateurs de différents genres, on en crée des nouveaux. Donc il y a des études qui sont en train d'être faites pour savoir si ces nouvelles molécules créées ne vont pas nous poser un problème pour la santé. La santé aussi, on en a parlé tout à l'heure. Les poissons mangent les plastiques, les nanoparticules, on en mange dans nos assiettes.
On en a dans le sel, on en a dans l'air, on en a partout. Donc, on a vraiment un réel problème avec cette matière. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de travailler sur l'éco-conception. Alors là, l'éco-conception, j'entends comme si c'était une nouveauté. Ça existe depuis les années 90 de faire l'éco-conception. Donc c'est quelque chose d'un peu vieux, dont on est en train de reparler pour essayer de s'en sortir parce qu'on ne s'en sort pas. L'éco-conception, c'est parfois alléger les produits, alléger les emballages. C'est aussi changer de matière. Je l'ai entendu aussi, passer du plastique au carton ou d'autres choses qui peuvent peut-être mieux aller dans certains flux de recyclage. Mais moi, j'aimerais bien vous parler d'une autre économie circulaire, c'est de la terre à la terre. Aujourd'hui, on parle d'utiliser moins de ressources pétrochimiques et d'utiliser des ressources renouvelables. Alors, je voudrais vraiment expliquer ce que c'est qu'une ressource renouvelable, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, à partir de ressources renouvelables, par exemple, de replanter, puisqu'elles repoussent plus vite que l'utilisation qu'on en fait. Si ce n'est pas le cas, on n'est pas sur une ressource renouvelable. Donc j'entendais tout à l'heure, il y a des plastiques, par exemple au Brésil, qu'on ne va pas utiliser pour Ennet parce qu'il y a un problème de plantation, déforestation. Mais là, on n'est pas du tout dans un cas de ressources renouvelables. Donc il existe plein de cas à partir de la nature, c'est-à-dire à partir du recyclage de déchets issus de la nature, à partir de recyclage de déchets agricoles, pour fabriquer des alternatives au plastique traditionnel, mais qu'on appelle aujourd'hui plutôt des bioplastiques, qui un petit flou un petit peu sur le sujet, puisqu'il y a différents types de bioplastiques. On a entendu le mot biodégradable, alors il faut savoir que l'année prochaine, dans le texte de loi de l'économie circulaire, on veut nous interdire de l'utiliser. Pour autant, le consommateur, c'est peut-être le mot qui comprend le mieux aujourd'hui, mais faute d'en avoir fait n'importe quoi, parce que tout est biodégradable, il vous suffit d'attendre 1000 ans et votre plastique va se biodégrader. Donc les industriels ont un peu triché sur cette notion-là, ce qui fait qu'on va nous en priver. Alors c'est dommage parce qu'il existe vraiment des solutions biodégradables qui sont encadrées par des règlements, des lois qui sont européennes, internationales et qui s'appuient sur des essais, des études, des analyses qui prouvent que dans des conditions de chaleur, d'humidité, bactéries, en peu de temps, ou dans la nature directement, ou dans l'eau directement, on va pouvoir biodégrader sans relarguer de toxicité, puisqu'en plus, quand on est sur le sujet-là de ces matériaux, on a des tests supplémentaires, évidemment, plus c'est nouveau, plus on a de contraintes. Alors c'est bien parce que ces contraintes, au moins, nous amènent à dire, écoutez, lors de la biodégradation, alors on est plutôt sur une notion de compostage finalement, puisque le terme biodégradable, on ne va plus pouvoir l'utiliser, on est sans toxicité à la fin de vie du produit. Donc on imagine qu'on a du mal à le recycler aussi. Alors quand je dis recycler, c'est là où c'est intéressant. Imaginez que, alors moi je fabrique des emballages biodégradables, ça c'est une bouteille qui est totalement compostable, fabriquée avec des végétaux et des minéraux, bouchon, bouteille et étiquette, ça remplace les bouteilles d'eau en plastique que vous connaissez bien. Celle-ci, c'est 600 ans, on a du mal à les recycler, elle n'est pas recyclable à l'infini. Celle-ci, on peut la composter chez soi. Alors la composter chez soi, il y a différentes manières. Donc effectivement, il y a les composteurs industriels qui vont pouvoir... Il y a déjà une loi sur les biodéchets qui oblige, je crois que c'était en 2018 ou 2019, si on génère plus de 10 tonnes à l'année de biodéchets alimentaires, on doit le valoriser dans des compostages industriels. Donc il y a un petit camion qui vient et qui met des biodéchets dedans et qui les envoie en compostage. Donc tous ces emballages vont avec les biodéchets parce qu'ils ont la même norme de biodégradabilité et de compostabilité. Donc des filières, il y en a déjà plus de 700 en France. Je compte les composteurs industriels et les méthaniseurs. Sauf qu'au niveau de choix politiques, on ne distribue pas, et vous en avez certainement pas chez vous, de sacs compostables ou de poubelles à biodéchets qui permettraient effectivement de récupérer ces flux facilement. Il y a des startups qui créent aujourd'hui des digesteurs que vous pouvez mettre dans votre cuisine, vous pouvez mettre vos déchets alimentaires, vos emballages compostables. Alors quand je dis emballage compostable, moi je fais des récipients, des flacons, des pots, des bouchons compostables, mais vous avez aussi des pailles, des gobelets, des assiettes, des couteaux, des fourchettes, donc tout un univers qui vient de se créer depuis peu, dont vous avez accès, et qui est plutôt assez attrayant, et vous comprenez la différence par rapport au plastique, qui va pouvoir aller dans ces poubelles qui vont vous biodégrader et que vous compostez ça en moins de 24 heures. C'est-à-dire que dans cette nouvelle économie circulaire de la terre à la terre, on va pouvoir utiliser des ressources agricoles comme des céréales ou du tapioca, de la betterave, des algues, des fibres de fruits et légumes, des résidus de bois, des résidus de végétaux. Donc on va faire plutôt du recyclage en amont, mais à la fin on veut vraiment tous composter et le plus près du consommateur possible pour annuler
ces camions, ces usines, ces conteneurs, et puis éviter d'avoir des Malaisiens, des Africains qui fassent le tri de nos poubelles. Alors c'était hyper intéressant parce qu'on dit en France en fait on est propre, j'ai entendu tout à l'heure, on n'a que 2% et les autres ils en ont beaucoup plus que nous. Non mais sérieux, les poubelles on leur envoie, donc forcément c'est plus sale chez eux que chez nous. Ça c'est évident. Évidemment, si vous balancez votre poubelle chez votre voisin, c'est plus propre. Muriel, c'est un peu ce que vous faites dans le cadre de l'association. On va lui laisser quelques minutes de parole. Et j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus, si c'est bon. Muriel, dans le cadre de l'association No Plastic in Massy, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire que vous essayez de sensibiliser le plus grand nombre. Effectivement, ce problème du plastique est finalement pas résolu, même si on ne le voit pas et on n'est pas autant confronté qu'on devrait l'être. Est-ce que vous pouvez nous parler assez rapidement de ce que vous faites dans l'association? Il nous reste 5 minutes. Il reste 2 minutes. Oui, on va dépasser un petit peu parce que on va dépasser un petit peu. Mais voilà, je vais être frustrée. J'ai des choses et peut-être, à partager. tout à fait. Et les alternatives que vous avez identifiées, que vous souhaitez partager avec nous. Prenez vos 5 minutes. Merci Muriel. Alors, nous, on est une association qui lutte contre la pollution plastique et qui cherche des solutions à ce problème assez important d'un point de vue environnemental et assez complexe. Et par rapport à la recherche de solutions, en fait, on entend tous parler de plein de choses. Il y a des bateaux qui partent nettoyer les océans. Il y a évidemment le recyclage qu'il faut optimiser. Il y a les bioplastiques, il y a la substitution. Mais on a toujours considéré qu'on oubliait de parler de réduction de la production, qui est quand même aussi une solution et une solution essentielle. Si on règle le problème à la source, on peut imaginer qu'on aura moins de pollution et de réemploi. Voilà, donc nous, on s'intéresse plus particulièrement à ces deux sujets. Et on est conforté dans cette approche par une étude que je partage à l'écran, qui est sortie cet été, qui a été faite par une fondation qui s'appelle Pew Charity Trust et qui a travaillé avec la fondation Ellen MacArthur, avec l'université de Leeds et de Oxford. Et en fait, ils disent des choses assez simples. Ils ont fait des simulations sur les 20 prochaines années. Et il y a une simulation business as usual, où du coup, on triple la pollution plastique des océans d'ici à 2040, donc en 20 ans. Et après, ils disent, mais ce n'est pas une fatalité. Et en fait, plutôt que d'opposer les solutions, parce que c'est vrai que les uns et les autres, en fonction des solutions qu'on a à promouvoir, on est parfois en opposition en disant il vaut mieux recycler que ceci. Voilà. Et là, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ils disent qu'il faut un investissement massif sur toutes les solutions. Alors, c'est à l'échelle mondiale. Donc, ce qui est valable là, à l'échelle mondiale, n'est pas forcément pour la France. Après, ça sera adapté par pays. Mais il faut investir massivement sur toutes les pistes de solutions et elles n'ont pas toutes le même impact potentiel. Et finalement, celle qui aura le plus d'impact pour réduire la pollution plastique, c'est la réduction et le réemploi, avec 30% d'impact. Et puis après, je vous laisse découvrir les chiffres, mais vous avez aussi l'impact du recyclage, de l'amélioration du recyclage, notamment dans les pays en voie de développement, et la question de la substitution et des autres formes de traitement des plastiques. Voilà, donc ça, c'est, je trouve, une étude assez intéressante et qui permet, du coup, en la partageant, de se dire, finalement, réduction et réemploi, il y a un potentiel formidable. Est-ce qu'on investit assez? Est-ce qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin? Même si, dans le plan de relance, il y a certaines choses qui se sont dégagées récemment. Et nous, on a fait tout un travail, si on peut passer à la deuxième slide, qui est un travail de benchmark sur finalement qu'est-ce qui existe aujourd'hui qui est de l'ordre de la réduction et du réemploi sur le marché. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de choses. Alors souvent, c'est petit, mais il existe beaucoup de choses. Alors dans le sourcing qu'on a fait, on a surtout regardé ce qui se passe au niveau français, européen, mais aussi un peu à l'international. Et on a regardé à la fois des grands groupes, des petites entreprises et également des entreprises qui sont en phase de crowdfunding, donc du coup qui sont dans cette logique de mettre sur le marché des innovations. Et on trouve qu'il y a une effervescence entrepreneuriale sur ce sujet qui est vraiment phénoménale, avec beaucoup d'entrepreneurs qui finalement ont pour principale motivation de lutter contre la pollution plastique, donc presque plus militants que des associations, ou qui disent même il faut arrêter la folie des bouteilles plastiques. Donc on a cette tendance-là. Et après, en termes de tendance, je vais passer rapidement. Il y en a une première qui est sur l'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est un élément absolument essentiel si on veut lutter contre la pollution plastique. Elle est de qualité en France et il y a plein de solutions et plein d'entreprises qui proposent des solutions pour lever les freins à l'utilisation de l'eau du robinet. Donc ça va être les systèmes de filtration, on connaît tous Brita, mais il y en a plein d'autres qui existent. Ils existent en B2B, ils existent en B2C, ils existent aussi en version nomade. Ce sont les systèmes de gazéification comme SodaStream, et maintenant il y a une société aussi qui propose un système sans machine de gazéification qui s'appelle Bubble It. Ce sont les
systèmes, ce sont évidemment les gourdes, hein, voilà, voilà la mienne. J'espère que vous en avez tous, mais voilà, ça se répand de plus en plus. C'est aussi la question de l'accès à l'eau partout, en entreprise, dans les lieux publics, etc. Et donc là, il y a des sociétés qui proposent des fontaines. Donc on a voilà, toute une série de solutions autour de l'eau. En Angleterre, il y a une association qui s'appelle Refill qui a permis en fait d'éviter 5 millions de bouteilles 100 millions de bouteilles plastiques sur 5 ans, avec du coup un ensemble de partenaires qui permettent de remplir sa gourde sur un territoire. Muriel, je suis désolée, on va je suis obligée quand même si vous pouvez juste lister sur vos les tendances. La innovations. deuxième, c'est le do it yourself. Il y a le do-it-yourself zéro déchet, où on fait sa lessive soi-même. Et maintenant, il y a de plus en plus d'offres où vous avez votre lessive en kit, votre gel douche en kit, votre produit vaisselle en kit. Vous allez recevoir des formules et vous utilisez votre eau du robinet et vous avez une bouteille graduée et vous faites votre produit vous-même. Et ça a un double impact. Déchets plastiques, mais aussi impact carbone, parce que finalement, ce que vous achetez est beaucoup plus petit et beaucoup plus léger. Troisième tendance qu'on a vue, c'est... j'oublie dans le do it yourself, il y a quand même quelque chose qui peut avoir un effet volume important. C'est le fait qu'on peut faire maintenant son soda à la maison, et notamment le Pepsi avec SodaStream, puisque SodaStream appartient au groupe Pepsi et que maintenant ils proposent des formules pour faire les produits de la gamme Pepsi à domicile. Donc ça change pas mal la donne aussi en termes de volume, ça peut avoir un impact important. Troisième piste, le réemploi. Il y a plein de choses à dire sur le réemploi en restauration et aussi en B2B. En B2B, notamment sur le e-commerce, il y a pas mal de choses qui émergent, notamment pour les colis, des colis qui sont traçables avec du digital et qui peuvent être réemployés. Donc là, on évite pas mal de déchets. Et ensuite, le vrac, vous connaissez, mais le vrac est en train de se développer et avec des gammes à la fois liquides et puis également des solutions en drive, des solutions de livraison. Donc ça s'optimise beaucoup. Et puis tout ce qui est solide dans la salle de bain, aujourd'hui L'Oréal fait des shampoings solides, ils sont en grande distribution et donc on n'est plus sur des produits de niche, on est vraiment en train d'évoluer. Tout ça pour dire une conclusion, c'est qu'on a quand même sur un ensemble de produits qui sont des produits de grande consommation, plein de solutions qui émergent et qui disruptent un peu l'offre et qui peuvent peut-être ramener, si elles se développent massivement, à changer les linéaires et à changer l'offre qu'on connaît aujourd'hui dans les produits de grande consommation. Merci. Merci Muriel. Merci à tous. Alors pas de questions, désolée. Merci. Merci à nos intervenants. Merci. Vous avez votre sourcil. On va faire conclure.